Écoutez, ravi d'être avec vous, d'animer cette table ronde qui est donc dédiée sur comment accélérer la health tech européenne. Donc je me présente rapidement, Jérôme Leleu, je suis le dirigeant d'Interaction Healthcare et du média vidéo L'œil de la e-santé, où nous couvrons quotidiennement les innovations, les actualités du secteur, et puis également je co-anime chaque année les grandes tendances de la e-santé, où on partage là aussi toutes les disruptions qu'amène le numérique et notamment l'IA dans le domaine de la santé. Alors pour pouvoir faire cette table ronde, nous avons trois invités. Pour commencer, je vais commencer par le professeur donc, Antoine Ténière. Vous êtes le directeur général de Paris Santé Campus. Bonjour. Nous avons Frédéric Vacher, vous êtes le directeur de l'innovation d'Asso Systèmes, également le fondateur de 3D Experience Lab. Bonjour à tous. Et enfin, David, vous êtes le directeur de la stratégie d'Otscale et un des organisateurs de cette belle journée. Alors, forcément, on va parler de la dimension européenne. Je pense que pour tous ceux qui ont assisté à la conférence de ce matin, on a vu bien sûr que la santé est au cœur en fait de cette journée. C'est notre thématique principale. On sait qu'aussi, et on l'a vu avec pas mal également aussi d'innovations qui ont été présentées, je pense que Frédéric va pouvoir nous en parler justement, il y a plein d'innovations qui existent dans le domaine de la santé. Il y a un potentiel important pour l'Europe et pour transformer le système de santé. Mais bien sûr, pour les startups, il faut jongler entre les aspects réglementaires, la complexité, mais aussi la richesse des données qui existent sur l'ensemble des territoires, et puis des infrastructures qu'il faut bien sûr adapter. Et pour cela, messieurs, vous avez souhaité apporter une réponse avec une alliance originale et structurante entre Otscale, Paris Santé Campus et Dassault Systèmes. Trois expertises complémentaires que vous allez nous présenter afin de retirer ces freins et changer d'échelle. Je pense que c'est l'objectif de cette table ronde. Donc voilà, donc on va avoir jusqu'à 14h, 10, 15, pour que vous ayez aussi le temps de poser vos questions pour savoir quels sont les leviers concrets que vous proposez. Et puis surtout, et je pense qu'on a parlé avec Frédéric juste avant la table ronde, d'avoir des impacts qui sont concrets, comment on passe vraiment à l'échelle avec des solutions très concrètes. Alors je vous propose, messieurs, de commencer par une question en fait qui est ouverte pour tous les trois. Je viens de l'évoquer, on a plein de pépites de la health tech, mais elles ont quand même du mal aujourd'hui à émerger des géants mondiaux, on va dire, de la health tech. Donc si on part de cette analyse, c'est quoi pour vous aujourd'hui le principal goulet d'étranglement que les startups peuvent vivre, qui empêche une startup de passer du prototype à notamment cette échelle industrielle. Et surtout, c'est le but de cet atelier, c'est que ça apporte des solutions. Donc comment résoudre cette situation? Qui veut commencer? Vous n'avez pas 2 heures, hein, mais vous pouvez commencer. Je peux peut-être commencer par dire un petit mot, puis évidemment David et Frédéric compléteront, mais ce qu'on voit, c'est qu'en Europe, on a un tissu d'innovation qui est très riche, qui est très dense et qui est bien aidé. Et donc la première phase, on va dire, idéation-innovation, elle est très prolifique. On peut prendre quelques exemples en France, notamment sur les programmes d'aide à l'innovation, à l'amorçage, les aides publiques, mais c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres pays européens. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'on a de la difficulté à les faire passer à l'échelle et à partir de ces champions d'innovation, les faire devenir vraiment des champions de l'industrialisation. Et donc c'est finalement le passage de la proof of concept ensuite à la proof of scale qui est vraiment important. Et c'est aussi la raison, on en reparlera tout à l'heure bien sûr, mais pour laquelle finalement Paris Santé Campus, qui est un vivier d'innovation, s'allie avec un grand acteur industriel comme Dassault Systèmes et comme Otscale, c'est de pouvoir bénéficier justement de cette expertise dans le passage à l'échelle et dans l'industrialisation. Alors il y a évidemment des savoir-faire industriels, et là je laisserai David et Frédéric les détailler. Il y a aussi des enjeux d'organisation et de réglementation à l'échelle française et à l'échelle européenne. Et ça c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui on voit que si l'Europe a une taille de marché qui est supérieure aux États-Unis, 450 millions de citoyens versus 260, on a 27 États membres qui sont encore isolés sur la façon d'accéder au marché dans la santé en termes de régulation, en termes d'évaluation et puis évidemment en termes économiques. Et donc un des enjeux, c'est d'arriver brique par brique à aligner beaucoup plus l'ensemble des États membres avec des approches qui peuvent être variables, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'à la fin l'objectif c'est d'aligner les 27,
mais que si on en aligne déjà 4 ou 5 des plus grands, on créera un effet bascule. Et finalement, le Covid nous a un peu aidé sur certains aspects, en accélérant beaucoup de structures européennes à mieux se coordonner pour évaluer le médicament, pour acheter des vaccins, pour organiser de l'évaluation d'autres dispositifs, etc. Donc c'est vraiment sur ce contexte-là qu'on essaye de construire, avec une réalité, c'est qu'on a tous identifié justement les leviers sur lesquels il fallait appuyer pour sortir de ces goulots d'étranglement. Une réponse européenne peut déjà être un premier point important. Frédéric? Oui, alors je vais être un peu provocateur. Depuis 40 ans, les startups ont mis leurs données chez nos amis américains et fabriquées en Chine. C'est le modèle, si je résume. Vous faites de la data, elle est hostée aux États-Unis, vous fabriquez un produit, il est fabriqué en Chine. Or, il y a des alternatives à ça, et surtout ce modèle-là qui capte la valeur. Et c'est pour ça que finalement, on a très peu de startups qui sont devenues des licornes. Elles sont devenues des PME, avec un beau design produit, un beau design UX app, mais elles ne peuvent pas devenir des licornes. Et donc ça peut changer. Pourquoi? Parce qu'on apporte une plateforme souveraine pour les données, David en parlera. On apporte un tissu industriel de 400 000 clients. Et ça, c'est important de connecter le monde de la start-up au monde de l'industrie, notamment dans la deep tech. Parce qu'une deep tech ne fera pas une exit en IPO au Nasdaq. Son exit, c'est de produire. Il faut un outil de production. Or, il existe en Europe. Il n'est pas forcément complètement optimisé et utilisé. Et je prends souvent cet exemple que Antoine connaît bien aussi, d'une start-up que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années aux Arts et Métiers, qui s'appelle Vandercraft, qui développe un exosquelette pour faire marcher un handicapé paraplégique. Donc il avait besoin de nos solutions de conception, donc c'est là où on est intervenu, et de système, et ils ont essayé pendant un certain temps de le faire tout seul. Ils sont arrivés jusqu'à faire le prototype en action, donc des handicapés physiques peuvent marcher, ce qui est déjà génial comme promesse, et nous au Lab, on adore ça, au 3D Experience Lab, on accompagne des startups à fort impact sur la société. Mais pour passer à l'échelle, ils ont noué récemment un partenariat avec Renault qui industrialise ce projet, et en faisant ça, les ont fait pivoter sur aussi un exosquelette pour l'usine qui s'appelle Kelvin, pour un marché un peu plus important, et surtout pour que Renault puisse exploiter dans ses usines. Donc je trouve qu'il y a un modèle qui peut être, à titre d'exemple, répliqué à l'échelle européenne, qui est assez vertueux, entre une start-up qui, elle, peut avoir des idées nouvelles, démarrer vite, être agile, mais pas produire, et un grand groupe qui a du mal à être agile, mais qui sait produire. Et en Europe, on a les deux écosystèmes. Et la bonne nouvelle, c'est que Dassault Systèmes, dans les mondes virtuels, réunit ces deux types d'entreprises, puisqu'on a 27 000 startups en programme, d'un côté, et on a toute l'industrie européenne comme client de l'autre. Et donc, si on est malin ensemble, on peut, autour de Cloud Souverain, fédérer ces écosystèmes en incluant les programmes de recherche portés, comme on le voit à Paris Santé Campus, par l'INRIA, par l'INSERM, qui du coup vont trouver une voie de sortie industrialisable. Ça a toujours été un problème en Europe d'industrialiser les projets issus de la recherche. On a de très bons chercheurs, on a de très bons projets, mais au mieux, il faut une petite start-up. Si elle marche, elle se fait financer aux États-Unis, on perd la valeur. Et donc il y a un nouveau modèle à réfléchir. C'est pour ça que cet accord de partenariat avec Paris Santé Campus va au-delà du sujet fournir du logiciel ou de la plateforme à une start-up. Elle est de créer ensemble un écosystème de la santé souverain et industriel pour l'Europe en captant la valeur. Relation entre les startups et les industriels, parfois pas dans la santé, comme vous venez de le dire avec Renault. Ça va au-delà, évidemment. Très bon exemple. David, pour ce mot instructif. Oui, merci. Peut-être en complément, ce qui est important, effectivement, comme le disaient Antoine et Frédéric, c'est cette partie d'écosystème où finalement une start-up démarre aussi dans de bonnes conditions, dans un bon environnement, où tout le monde est dans cet axe-là de bienveillance.
Et nous-mêmes, on peut en parler, puisqu'en fait, il y a quelques années, on était encore une start-up. Donc nous, on était une start-up dans un écosystème extraordinaire qui est Dassault Systèmes et qui nous permet aujourd'hui d'élargir notre impact avec Paris Santé Campus. Et ce qui est important, à mon sens, de partager peut-être par rapport aux start-upers, c'est cette capacité de décision, cette liberté d'action sur laquelle vous vous engagez dans votre stratégie et vous devez être toujours en capacité de pouvoir maîtriser cela. Et c'est un peu la proposition qu'on fait aussi à travers ce partenariat, c'est d'offrir finalement des capacités cloud et IA qui sont conformes et certifiées à des startups. Et cette capacité-là, c'est la même capacité que celle de Dassault Systèmes, c'est la même capacité que des leaders mondiaux. Et donc vous avez là un accès extraordinaire pour pouvoir démarrer dans de meilleures conditions et pouvoir vous accompagner. Et donc là, une réponse technologique pour accompagner ces belles startups. Merci messieurs pour faire cet équilibre subtil entre parfois d'avoir un propos qui est bien sûr sur la situation actuelle, mais proposer des solutions. Alors, on va continuer dans cette découverte un petit peu plus fine. Donc, Antoine, vous dirigez donc Paris Santé Campus, qui est le lieu emblématique de l'e-santé en France. Donc, des innovations, vous en voyez peut-être pas autant qu'au niveau mondial avec Expérience Lab, mais vous en voyez beaucoup. Et il y a souvent ces contraintes, on en a rencontré quand même pas mal, sur la notion de réglementation, plus particulièrement sur les dispositifs médicaux. Comment on peut faire de la conformité un élément qui ne soit pas vécu comme un frein, mais plutôt un tremplin. Et j'ai bien aimé, excusez Frédéric, vous avez parlé de la partie industrielle. On voit que depuis 5 ou 10 ans, on a cette forme d'industrialisation du secteur de la santé numérique qui est aussi exigeante que la partie du médicament. Donc comment on transforme cette contrainte comme un vrai levier de développement? Alors il y a plusieurs éléments. Le premier, voilà, j'ai tout fait tomber. Le premier, c'est que je pense qu'il faut changer de regard vis-à-vis de cet élément, de cette approche de conformité, et se dire que en fait, l'innovation dans la santé, elle est exigeante, et que la conformité, c'est juste le témoin de cette exigence. C'est pas un frein, c'est pas un problème, ça doit être une donnée qu'on va mettre dès le départ dans l'équation de développement de l'innovation. Et donc quand on accompagne des startups à penser comme ça dès le départ, ils savent qu'en fait, sur le roadmap de développement, ils vont avoir des niveaux de preuve, ils vont avoir des exigences réglementaires, mais qu'à la fin, c'est un rempart et c'est un atout pour le développement de leur innovation. On peut prendre évidemment plein d'exemples pour se dire que quand on va remplir un dossier réglementaire, si on n'a pas le bon niveau de preuve associé, on ne pourra pas accéder au remboursement. Il vaut mieux le penser au début que le faire après 3 ans de développement et beaucoup de cash investi dans un projet. Même sujet sur le traitement de la donnée. Si on ne part pas avec les bonnes bases et les bons standards, eh bien on se retrouve après 3 à 4 ans de développement à devoir revenir en arrière, tout migrer, tout réorganiser avec des coûts qui sont monstrueux et qui ne sont pas du tout supportables pour des jeunes entreprises. Donc c'est vraiment des éléments qu'on va intégrer dès le départ dans la conception et dans la vision des entrepreneurs et des innovateurs pour se dire qu'en fait ce sont des protections dans le développement de leurs innovations, et on voit très bien que dans des modèles ou dans des systèmes ou dans des pays qui sont peut-être plus permissifs, en fait à la fin c'est le marché qui fait le tri, c'est-à-dire que les solutions qui ne tiennent pas la route, qui ne sont pas sécurisées, qui ne sont pas évaluées ou qui créent plus de problèmes, elles ont pu certes se développer, accéder au marché, mais elles ne vont pas se développer plus loin parce qu'en fait elles ne répondent pas réellement à des besoins d'usage. Donc c'est vraiment comme ça que nous on essaye de penser les choses et d'inverser un peu la vision pour que justement les innovateurs français et européens ne se sentent pas pieds et poings liés par un règlement qu'ils ne maîtriseraient pas, mais au contraire leur montrer que c'est un atout dans leur développement. Alors Frédéric a évoqué il y a quelques secondes, David, l'importance de ne pas confier les données sur, on va dire, des acteurs extraterritoriaux à l'Europe. On sait que ces données sont sensibles dans le domaine de la santé, tout particulièrement. Et votre vision, en fait, c'est de se dire qu'en fait, il faut avoir cette approche de cloud souverain, de données dès le début, dès les premiers jours. C'est pas un moment d'une étape, c'est dès le début. Il faut que nativement, la start-up qui commence doit avoir une infrastructure qui intègre cette notion de cloud souverain. Vous pouvez nous développer ? Oui, en effet, il est préférable de faire les bons choix dès le départ, de manière à ne pas réitérer à nouveau
comme en parlaient Antoine et Frédéric, plus tard, dans quelques années, où il faut repartir à nouveau sur quelque chose d'autre. Aujourd'hui, tout est possible pour démarrer dans d'extrêmement bonnes conditions, avec deux angles possibles. Le premier qui est de créer la confiance par rapport aux patients, à vos clients finaux, on va dire. Les patients, il faut qu'ils aient confiance sur le système qui est mis en place, ou l'application, ou le device, ou le traitement. Et que finalement cette confiance, elle soit dans de bonnes conditions de protection de leurs propres données personnelles et données de santé. C'est extrêmement essentiel aujourd'hui, et malheureusement depuis quelques mois, quelques années, les nombreuses attaques ne manquent pas. Donc essayez d'être dans de bonnes conditions là-dessus. Et l'autre partie, et peut-être que là-dessus Frédéric aura un message un peu particulier, c'est la protection de votre propre propriété intellectuelle. L'innovation que vous allez développer, vous allez la modéliser, la simuler, pouvoir décider, la mettre en production, et finalement cette propriété, cette propriété intellectuelle, ce sont des données. Ces données, c'est le savoir et le savoir-faire. Vous ne pouvez pas les laisser à une puissance étrangère. Il faut être extrêmement clair. Ou alors vous en faites un choix libre à vous. Donc c'est une partie qui est à mon sens importante. Ouais. Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a le sujet vulnérabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes une start-up que vous êtes en dehors des radars. Au contraire, si vous développez quelque chose d'innovant, vous attirez les convoitises. Or, c'est beaucoup plus facile de faire une cyberattaque sur une start-up que sur un gros groupe. Et donc, il faut vous munir d'un environnement aussi sécurisé qu'un Sanofi ou un Servier pourrait mettre en œuvre dès le départ. Parce que c'est vrai que dans le monde de la start-up early stage, au bout de la deuxième année, sur 10 entreprises, vous en retrouvez plus qu'une ou deux qui est encore en vie. On appelle ça la vallée de la mort. Pourquoi principalement parce que si les bons choix ne sont pas faits au début et qu'il faut refaire, eh ben on est mort. On n'a plus les moyens de refaire. Donc les bons choix, c'est effectivement plateforme pour hoster des données. S'il faut migrer, ça coûte tellement cher que c'est faire un design qui prend en compte les contraintes de manufacturing, de fabrication. Parce que très facilement, on fait un prototype. Mais une fois que le prototype, on doit le fabriquer, il faut donc de fait industrialiser. Et s'il faut tout refaire, c'est pareil. On n'a plus les moyens pour refaire. Pareil pour les réglementations. Si au bout de l'année 3 ou 4, on se rend compte que son app ou son produit ne correspond pas et ne remplit pas les réglementations en vigueur et qu'il faut adapter ou refaire, c'est pareil, on est mort. Donc la start-up n'a pas forcément cette visibilité qu'il faudrait qu'elle ait au moins sur les 10 années de sa vie. Parce que quand on démarre un nouveau medical device, l'assertif, le FDA compliant ou le marquage CE, il arrive à l'année 8. Donc il faut se dire, alors c'est très très loin pour une start-up, mais si elle ne le voit pas, elle va échouer. Donc c'est en ça où l'accompagnement qu'on essaye de mettre en place ensemble, c'est pour faire ouvrir les yeux, c'est pour faire prendre du recul dès le début pour que ces entreprises partent sur de bases solides qui soient industrialisables. Alors Frédéric, vous avez gardé le micro parce que je voudrais évoquer un sujet. Vous avez mis la relation entre les startups et les grands groupes. Et puis en amont, quelque chose que le professeur Tenière connaît bien aussi au sein de Paris Santé Campus, c'est le monde de la recherche qui amène beaucoup d'innovations, notamment dans la deep tech. En quoi c'est important que ces innovations, notamment de rupture, amènent dans la santé, notamment par exemple sur le temps de développement, je pense notamment sur la partie de l'IA, mais aussi des sujets que vous connaissez parfaitement chez Dassault Systèmes, c'est les jumeaux numériques. Alors c'est extrêmement important. Toute innovation, et particulièrement dans la santé en deep tech, est sur un temps long. Donc on en parlait avec Antoine avant la session. Il y a plus d'une dizaine d'années, on a réfléchi avec Antoine sur la modélisation d'un organe. Reconstruire l'organe d'un patient à partir de l'imagerie médicale en 3D pour améliorer les soins au sens large. Et dans nos labs, on a accompagné un certain nombre de startups sur des organes thématisés, que ce soit pour la chirurgie maxillofaciale, que ce soit pour des opérations d'AVC complexes et donc reconstruire un anévrisme, jusqu'à l'imprimer en 3D du reste. Et avec ça, on a fait la preuve de l'intérêt de l'usage. C'était il y a 15 ans.
En ce moment même où je vous parle, on a un grand projet INRIA, Dassault Systèmes et d'autres partenaires industriels pour mettre en production, faire une organ factory. C'est-à-dire que quand vous allez à l'hôpital et que votre chirurgien a besoin de votre jumeau numérique de l'organe, il puisse être produit dans un temps acceptable, dans un espace sécurisé, partout dans le monde, 24/7. C'est ça l'enjeu. Faire un organe en 3D, tout le monde peut le faire. Le mettre à disposition des hôpitaux partout dans le monde, dans des espaces certifiés, sécurisés, il n'y a pas grand monde. Et ça prend du temps. Et c'est en cours et ça va aboutir, mais on est sur une échelle de 15-20 ans. Donc des fois, les jeunes, ils se disent ouais, on est en retard, il faut aller vite, il y a les AI, les LLM, qu'est-ce qu'on fait, etc. Il faut aussi comprendre cette innovation, prendre du recul et mettre en place les bonnes bases pour l'industrialiser. C'est ce que vous avez vu ce matin en session plénière. Vous n'entendez pas trop parler de Dassault Systèmes sur les AI, mais néanmoins on travaille. On met en place les bases, silencieusement, mais on sera prêt. Alors quand vous évoquez, Frédéric, le mot industrialiser, forcément on revient sur cette troisième partie de notre atelier sur le partenariat stratégique que vous avez annoncé donc, entre Outscale, Paris Santé Campus et Dassault Systèmes pour réunir vos forces. Et moi j'aimerais bien, vous savez que je suis un entrepreneur, donc j'aime bien comprendre aussi l'impact pour les startups, le monde de la recherche, également peut-être des acteurs hospitaliers qui peuvent nous entendre aujourd'hui. Comment ça s'articule vos expertises? Peut-être Antoine, nous donner un peu cette vision globale du partenariat. Oui, bien sûr. La vision, alors on a commencé à la détailler à travers les premiers éléments qu'on a échangés, mais c'est vraiment construire cette rampe de lancement intégrée et complète pour faire en sorte que les acteurs de l'innovation français et européens dans la santé puissent devenir des champions mondiaux. Et donc c'est leur donner sur tout leur trajet les bons outils, les bonnes connaissances, les bonnes compréhensions pour en faire derrière des réussites internationales. Et donc là, on peut prendre sur une chaîne de valeur ou de développement des expertises qui sont très complémentaires. Paris Santé Campus, Frédéric le mentionnait, a vraiment des chercheurs, il y a un peu plus de 500 chercheurs sur un numérique et intelligence artificielle et 80 startups qui travaillent au quotidien à développer des innovations. Et puis Dassault Systèmes et Outscale possèdent une rampe de lancement qui est tout à fait inédite et qui derrière permet d'imaginer des promesses d'industrialisation qui sont assez uniques au monde. On l'a bien vu sur différents produits dans d'autres domaines. Et donc on voit bien aussi à travers le virage stratégique qu'a fait Dassault Systèmes il y a une dizaine d'années sur la santé, comment est-ce que nous on peut amener, en dehors des expertises qu'ils ont déjà, des compléments sur de l'innovation, de la recherche, etc. Donc ça c'est la vision un peu globale. Et nous on va aligner et mettre à profit nos chercheurs, nos startups, nos entrepreneurs, notre connaissance du domaine de la santé et puis le fait d'arriver à réunir tous les acteurs sur un même site au bénéfice justement des projets communs qu'on pourra porter avec Dassault Systèmes. Donc ça c'est un premier pan. Le deuxième, on l'a mentionné, c'est aussi de faire en sorte que les entrepreneurs, les innovateurs français partent dès le départ avec les bonnes recettes. Et une des recettes qui est indispensable, c'est vraiment la question du traitement et de la gestion des données. Et là-dessus, Outscale a une expertise qui est complètement indispensable. On a vu aujourd'hui les startups ou les scale-up qui ont émergé il y a déjà 5 à 10 ans, qui sont toutes en fait sur des acteurs de stockage extra-européens. Et ça c'est un vrai problème, parce qu'en fait ils ne maîtrisent pas leurs données, ils ne maîtrisent pas la sécurité de leurs données, et on voit très bien aussi depuis 1 an et demi, ceux qui ne l'avaient pas imaginé ou compris semblent le réaliser aujourd'hui, que pour des décisions qu'on ne maîtrise pas, il peut y avoir des problématiques très très complexes. Vous prenez aujourd'hui les grandes startups, je ne vais pas les citer, mais à peu près toutes les startups de la French Tech dans le classement du French Tech 120 sont aujourd'hui sur des acteurs de stockage américains. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, c'est inverser la tendance et faire en sorte que les jeunes startups qui sont déjà développées ou qui vont se développer puissent bénéficier justement des outils d'Outscale et de Dassault Systèmes en priorité pour pouvoir, dans le développement et dans le temps, maîtriser complètement les données et puis être conforme ensuite aux exigences européennes qui sont stringentes pour pouvoir ensuite certifier leurs produits, leurs services, leurs innovations. C'est une bonne transition que vous m'offrez là, Antoine, puisque je parlais pour les entrepreneurs, il faut retirer les grippants pour pouvoir accélérer.
Peut-être la question elle est pour tous les deux, Frédéric et David. J'ai bien compris qu'il y avait la puissance technologique et logicielle de Dassault, hein, comme vous l'avez dit Frédéric, et puis celle également de Dotscale. En quoi voilà, un patron d'une start-up, le CTO, se dit ok, bah tiens, par rapport peut-être aux acteurs qu'a cité Antoine, c'est plus simple de le faire avec vous. C'est quoi la réponse concrète que vous leur apportez? Concrètement, c'est que déjà ce qu'on va leur apporter, c'est d'avoir cette infrastructure que des grands leaders mondiaux utilisent déjà. Et donc, à partir de ce moment-là, je n'ai pas d'effort à faire supplémentaire, si ce n'est de démarrer au sein de notre écosystème le parcours. Un peu plus tard dans l'après-midi, on a un espace innovation avec 3D Experience Lab et Paris Santé Campus qui sont là et donc vont présenter aussi des startups où certaines startups vont pouvoir venir échanger avec nos équipes. Et donc c'est important à partir de là de considérer qu'un entrepreneur, qu'une équipe entrepreneuriale puisse avoir une réponse concrète à pouvoir démarrer sa solution, son innovation, mettre de côté tous ces éléments-là un peu technologiques et pouvoir commencer à utiliser des applications de valeur ajoutée pour designer, modéliser et autres. Et là, je pense que Fred, c'est un peu plus ta partie là-dessus. Oui, alors concrètement, on fournit accès à nos plateformes et logiciels aux startups gratuitement pendant un certain temps. On n'est pas investisseur, hein, donc on n'investit pas dans ces entreprises. Il y a tout un tissu de très bons investisseurs pour ce faire. Et Paris Santé Campus fait souvent l'intermédiaire pour présenter. Ça, c'est une chose. Ensuite, au 3D Experience Lab, on va accompagner de manière personnalisée avec des experts. Donc, pour les quelques projets, pour vous donner une idée, sur nos programmes Startup, on a 27 000 entreprises en programme. 27 000 dans le monde entier. Et pour vous donner un comparable, c'est à peu près le même chiffre qu'NVIDIA. Donc, on n'a pas à rougir, hein. La France n'est pas complètement en retard. Au lab, on accompagne à peu près une centaine de projets qui sont à fort impact société. Donc, c'est des gens qui ont envie de changer le monde. Tout le monde n'a pas envie de changer le monde et c'est très bien, hein, faire des produits du quotidien. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre les moyens pour trouver des solutions à nos grands défis. Donc, ça va au-delà de la santé, mais la santé est un poids important. Et donc, dans ce cadre-là, on va apporter de la connexion avec des experts industriels qui, dans le cloud, vont aider ces jeunes projets à faire bien du premier coup. Il se trouve qu'on couvre 11 secteurs industriels dans 140 pays, ce qui représente à peu près 400 000 clients industriels. Encore une fois, pour vous donner un comparable, Salesforce, c'est à peu près 120 000 clients. Donc c'est à peu près 3 fois plus. Et ça partout dans le monde. Donc ça veut dire qu'à peu près tout ce qui vous entoure a été modélisé avec nos solutions. Ça veut dire qu'on a des experts à peu près sur tout. Donc j'ai des experts en material science basés à San Diego, ou des experts en matériaux composites basés à Toulouse, ou des experts en automobile. Donc on a des experts qui sont à la fois métiers et numériques. Du reste, c'est la particularité de Dassault Systèmes par rapport à tout l'écosystème IT. Chez nous, nos développeurs, ils ont une compétence algorithmique informatique qui est du reste accélérée avec l'AI, bien sûr, pour développer plus rapidement, mais ils ont une compétence métier. Ce qui veut dire que chez Dassault Systèmes, on a des médecins. Nicolas Pécuchet, que tu connais, est par ailleurs médecin. De fait, il a un regard double sur une problématique qui doit avoir lieu dans le monde numérique. Et ça, on est un des rares acteurs au monde. Vous pouvez voir Google, ils ont beaucoup de compétences informatiques. Apple, pareil. Mais vous n'avez que très peu d'entreprises qui ont cette double casquette. Ce qui fait que c'est un savoir important et une valeur unique. Et donc de partager ce savoir avec des entrepreneurs, ça leur permet d'éviter de tomber dans le panneau classique. Et à l'aube de l'AI et des agents, comme vous l'avez entendu ce matin, l'agentique et les agents vont aider sur nos plateformes ces startups à faire leurs projets. Je donne un exemple. Vous faites un medical device, vous faites le design, le prototype, la conception. Il faut faire de la simulation. Du style, ce téléphone, là, s'il tombe par terre, qu'est-ce qui se passe? Apple est notre client en drop testing, ça s'appelle du drop test. C'est de la simulation. Ça demande non seulement des logiciels sophistiqués, qui sont assez complexes à utiliser, mais ça demande des ressources.
des gens qui sont des scientifiques qui vont faire ces simulations. La start-up n'a ni l'un ni l'autre. Pourtant, si elle ne fait pas cette simulation, elle va concevoir un produit qui casse. Donc c'est un passage obligé. Et c'est en ça où aujourd'hui, avec des experts humains, on les accompagne. Mais pour passer à l'échelle et accompagner un grand nombre de startups, les agents intelligents IA vont faire le job pour dégrossir tout type de simulation sur un projet. Et donc dérisquer le projet. On appelle ça dérisquer le projet. Mais les industriels, ils font ça surtout. Un Renault, ils font du crash test, ils font de l'aérodynamique pour améliorer le CX de votre voiture, ils vont améliorer leur clim à l'intérieur. Tout ça, c'est simulé. Pour tout ce qui est batterie, tout ça, c'est simulé. Il n'y a pas un industriel qui sort un produit qui n'est pas simulé. Une start-up n'a pas les moyens de faire ça. Alors messieurs, je voudrais qu'on aborde un sujet qui est important. Vous l'avez plusieurs fois évoqué, mais on sait que dans quelques mois, il y a des échéances présidentielles qui vont apparaître, donc forcément des projets à un horizon 2030-2032. Et moi, je voudrais qu'on parle de l'impact que vous imaginez pour les acteurs que vous visez, notamment sur, et Antoine en a beaucoup parlé, sur la souveraineté technologique européenne. Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement apporter pour l'ensemble des acteurs que j'ai déjà évoqués sur cette souveraineté? Et est-ce que l'association que vous proposez, c'est la bonne méthode par rapport à peut-être à des modèles, on va dire, aux États-Unis ou en Asie? Qui veut commencer? Alors, on est en 2032, Antoine. oui, absolument. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est, et on peut l'imaginer un petit peu différemment. Tout à l'heure, j'ai parlé de chaîne de valeur. Pour moi, ce qu'on met en place, c'est une fusée à 3 étages. Et c'est vraiment de la progression en termes de maturité d'innovation. On amène, nous, le premier étage, la première couche. Outscale va amener la deuxième sur la capacité de gestion des données. Et puis Frédéric, avec tout ce qu'il vient d'expliquer, justement cette rampe de lancement, cette capacité d'industrialisation. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à créer ces écosystèmes, ces consortiums d'innovation et qui nous permettent vraiment de résoudre l'équation dont on a parlé au départ, c'est-à-dire l'innovation arrive réellement et rapidement auprès du patient, dans des bonnes conditions et sur des tailles de marché européennes. Pour ça, si on reprend le contexte aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est qu'il faut une bonne connaissance, une bonne compréhension du numérique et des enjeux associés. Aujourd'hui, on voit que dans le débat public, on parle beaucoup d'IA sur des nouveaux usages, des nouvelles approches, mais il n'y a pas suffisamment, je trouve, de réflexion ou de proposition sur la façon dont on intègre au quotidien, à l'échelle évidemment industrielle, mais à l'échelle plus largement sociétale, ces nouveaux outils. Donc ça, c'est un préalable indispensable. Le deuxième, c'est encore une fois de penser vraiment, et c'est un des thèmes de la table ronde européen, et donc d'arriver à faire en sorte de bien coordonner nos actions, notre vision avec tout ce qui se met en place à l'échelle supranationale de réflexion européenne. Et là-dessus, je le disais tout à l'heure, l'Europe de la santé a beaucoup progressé. Elle a progressé sur des fondamentaux et sur des piliers en termes d'organisation, de structuration, on va dire, vraiment organisationnelle. Et puis, notamment quand on parle de numérique, elle est en train de mettre en place un élément extrêmement important qui s'appelle l'espace européen des données de santé. Ce qui veut dire que l'ensemble des citoyens européens, à terme, et on espère assez rapidement, disposera d'un espace de données qui permettra à la fois de voyager avec ces données et d'être soigné n'importe où dans l'Europe avec un accès à son dossier médical, et puis surtout de constituer des bases qui sont tout à fait uniques au monde, parce qu'elles sont la coordination de 27 États qui vont partager dans des standards et dans des règles communes les données de tous leurs citoyens. Évidemment avec des visées de recherche, de développement, mais typiquement, Frédéric en parlait tout à l'heure, c'est une mine d'or quand on veut affiner, faire évoluer des modèles de simulation, parce qu'on va travailler sur de la donnée en vie réelle qui sera accessible pour les acteurs européens. Donc voilà, c'est quelques exemples qui montrent qu'il y a un enjeu très très fort à continuer ou à amplifier même la dynamique qui est portée aujourd'hui. Nous, c'est ce qu'on va essayer de porter à travers cette alliance et de démontrer justement qu'avec ces expertises complémentaires, on est en capacité vraiment de transformer la donne. Oui, peut-être pour compléter Antoine, c'est que peut-être en 2032, c'est 2032, ouais.
En 2032, peut-être que les startups qui ont démarré déjà aujourd'hui à travers notre alliance seront toujours là en 2032 avec nous. En tout cas, on sera à leur côté aussi. Et elles auront fait le bon choix dès le départ, tous ensemble. Et donc, ce sera la preuve qu'on peut accompagner leur scale-up sur le sujet. Oui, parce que l'enjeu, en fait, en gardant la valeur en Europe, ce qu'on a oublié, c'est que ça crée quand même de l'emploi. Donc pensons à nos enfants et petits-enfants qui vont devoir rentrer dans le monde de l'entreprise. Et donc si la seule option, c'est de partir en Californie ou à Shenzhen, ce serait dommage. L'Europe de la santé, elle se fera probablement assez difficilement quand même, parce qu'elle est morcelée. Et donc chaque pays a ses différents intérêts. Et donc je ne suis pas certain qu'on arrive très rapidement à une cohésion. Néanmoins, c'est à nous de la créer à partir de projets industriels. Et je vais vous dire, à la fin, au début, il ne va pas y avoir d'arbitrage parce que le politique ne veut pas trancher pour un ou un deuxième acteur et c'est très, très, très bien ainsi. L'arbitrage va se faire par la force des choses. Quand Amazon a démarré son cloud, c'était pour faire tourner la boutique Amazon, la marketplace, hein, je vous rappelle. C'était un besoin interne qui ensuite est passé à l'échelle et qui a été ouvert. Chez Dassault Systèmes, on fait la même chose. On a développé à Outscale, filiale de Dassault Systèmes, d'abord pour opérer nos solutions pour nos clients européens puisqu'il n'y avait pas d'option. Et depuis un certain temps, on l'ouvre au marché avec une focalisation sur la donnée sensible. Ce sont des stratégies qui, de mon point de vue, sont pérennes dans le temps. Et je rajouterai un point, contrairement à Amazon, c'est que dans le domaine de la santé, il faut un acteur de confiance. Et un acteur de confiance dans la technologie, il y a 40 ans, la technologie démarrait, Internet démarrait, les premiers ordinateurs. Rappelez-vous des acteurs à l'époque et ceux qui sont toujours en vie. Il n'y en a pas beaucoup. Dassault Systèmes en fait partie. C'est-à-dire que Dassault Systèmes a su se réinventer décennie après décennie. Parce que dans l'informatique, c'est décennal. Moi, quand je suis rentré sur le marché, on travaillait sur des mainframes. Et maintenant, on est dans le cloud avec nos iPhones et on est à la fin du reste de cette décennie. Donc, on est à l'aube d'une nouvelle décennie de devices, pilotés par la voix ou directement votre cerveau, on va voir. Mais c'est sûr que vous allez découvrir dans les 10 ans qui viennent une nouvelle façon d'avoir une relation avec l'algorithme. Et donc, il faut en permanence se réinventer. Dernier point, la confiance, elle est technologique, mais elle est surtout humaine. Et je ne sais pas si vous avez noté, mais dans mes 400 000 clients, on a beaucoup de clients qui sont concurrents les uns avec les autres. Puisqu'on a toute l'industrie aéronautique, civile et militaire, on travaille fatalement d'un côté avec Dassault Aviation ou avec Lockheed ou Sikorsky. J'ai toute l'industrie automobile, donc je travaille avec BYD, Tesla, ou je travaille avec Renault, Stellantis ou Volkswagen. Et depuis 40 ans, vous n'avez jamais entendu parler de problèmes de fuite, de propriété intellectuelle, etc. Donc c'est une démarche qui va au-delà de la technologie, qui est une démarche humaine, et nos employés sont formés au quotidien pour gérer la propriété intellectuelle des projets de nos clients. Parce que fatalement, notamment pour les besoins de support et de debug, on y a accès de temps en temps. Donc c'est une démarche qui, dans le domaine de la santé, me semble critique si on veut réussir. Merci Frédéric.